Salam alaikum, Azoul Fellaoun, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le 16 avril. En Algérie, c'est la journée nationale de la science, Youm al-Ilm. Peut-être que certains nombres d'entre vous, notamment parmi la diaspora, ne connaissaient pas quelle est l'origine de cette journée nationale de la science. C'est en hommage aux grands savants, aux grands théologiens algérien natif de la ville de Constantine, anciennement la capitale du royaume numide, il y a déjà 2200 ans, donc bien longtemps avant l'arrivée des Français en 1830 qui pensaient nous apporter la civilisation alors qu'en moins 200 avant Jésus-Christ, l'Algérie était une terre prospère, un pays de civilisation, un pays de culture. Pendant cette époque-là, les Français se battaient entre eux comme des chiffonniers. Il n'y avait pas de grandes villes en France, il n'y avait rien. Et je vous rappelle que quelques siècles plus tard, au IVe et Ve siècle, un des grands-pères de l'Église catholique, il n'était pas français, il n'était pas allemand, il n'était pas américain, il n'était pas suisse, il n'était pas russe, il était algérien. Et il était où? Il était à Tagaste, anciennement Soukharas, dans la région de Annaba, et il s'appelait Saint-Augustin. Donc vous voyez, que ce soit au niveau de la civilisation, au niveau même de la religion chrétienne, l'Algérie était très 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 loin en avance sur la France. Et je vous parle d'il y a 2200 ans. Mais vous connaissez les vicissitudes de l'histoire. Vous savez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un peu comme la diplomatie algérienne dans les années 60, 70, 80, elle était au top. Et après, elle a connu une lente dégringolade, mais on peut espérer que ça puisse remonter dans les années à venir, Inch'Allah. Donc revenons à ce natif de Constantine, à l'honneur duquel l'Algérie a décidé de consacrer la journée du 16 avril comme la journée de la science, du savoir, de la connaissance, c'est évidemment le cheikh Abdelhamid Ben Badis, ou on l'appelle communément Ibn Badis. Alors, pourquoi je vous parle de cette journée? Je vous parle de cette journée parce que le cheikh Ibn Badis est mort le 16 avril 1940. Alors il n'y a pas que lui qui est mort le 16 avril. Il y a aussi un grand intellectuel, mais plutôt dans l'autre versant intellectuel, c'est le grand critique littéraire, grand poète, grand écrivain, grand journaliste, Jean El-Mouhoub Amrouche. Lui est natif d'Ir el-Ali, dans la Oulaya de Béjaïa actuelle. Vous savez l'histoire de Ir el-Ali. C'est là où la conquête des âmes algériennes a commencé avec la révolte de Cheikh Haddad et Cheikh El-Mokrani. C'était en mars-avril 1871. Et donc, Jean El-Mouhoub Amrouche est mort lui aussi un 16 avril, mais 22 ans plus tard, c'était le 16 avril 1962, il a eu la chance de connaître la fin de la guerre d'Algérie avec les accords d'Évian du 18-19 mars 1962, mais il n'a pas eu le temps de vivre la véritable indépendance, c'est-à-dire le 5 juillet 1962. Donc aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ces deux grands symboles de l'intelligentsia algérienne, à la fois un symbole conservateur, traditionnel, donc Cheikh Ibn Badis, ici avec Cheikh Tayyib al-Urbi, avec qui il avait fondé l'association des ulama musulmans algériens le 5 mai 1931, et Jean Amrouche, ici avec sa cravate, avec celui qu'on ne présente plus, le récipiendaire du prix Nobel de la littérature, Albert Camus. Donc c'est quatre Algériens, on va dire, qui constituent la pluralité
de l'identité littéraire et intellectuelle algérienne, donc Albert Camus, enfant de pied noir, mais né en Algérie, Jean Amrouche, un pur Algérien, un pur berbère. Vous savez que ses parents ont connu des moments difficiles, ils ont été obligés de vivre en Tunisie, c'est là où il a été formé ensuite évidemment. Il a connu une brillante carrière de journaliste. Ici, en première ligne, donc Cheikh Taïeb Al-Urbi, donc qui est originaire de Sidi Urba à côté de Biskra, qui a vécu 25 ans en Arabie Saoudite. Et il était le conseiller du shérif de la Mecque. Et oui, à l'époque, les Algériens avaient leurs entrées partout dans le monde musulman. Je ne sais pas si vous imaginez, on était, allez, en 1915-1920, au moment de la révolte arabe. Vous vous rendez compte, un Algérien était conseiller du shérif Hussein de la Mecque, c'est extraordinaire quand même. Et bien sûr, Cheikh Ibn Badis, que vous connaissez tous. Alors en Algérie, il est très connu, mais en France, très très peu de personnes le connaissent. Donc c'est 4 figures de l'intelligentsia algérienne que j'aimerais honorer aujourd'hui autour de la personne d'abord de Jean El-Mouhoub Amrouche et autour de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis. Alors on va commencer par Cheikh Abdelhamid Ibn Badis. Vous savez que, comme je l'ai dit, il est de Constantine, d'une grande famille constantinoise. Dit-on qu'il serait originaire des émirs. En tout cas, il aurait pour lointains ancêtres les émirs zirides qui avaient à un moment pris le contrôle de cette région entre l'Algérie et la Tunisie. Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, qui a revendiqué à la fois l'islam et l'arabisme, c'est toujours, je dis bien, toujours revendiqué de l'héritage des tribus berbères, les Sanhaja. Et c'est la raison pour laquelle tous ces articles, il est signé de la façon suivante: Cheikh Abdelhamid Ben Badis el-Sanhaji, c'est-à-dire le descendant des Sanhaja, des berbères Sanhaja. Et à l'époque, il n'y avait pas de difficulté à revendiquer cette double appartenance à la fois berbère et musulmane, un peu à l'image de notre ancêtre commun, le calife de toute l'Afrique du Nord et le commandeur des croyants de toute l'Afrique du Nord, Al-Mouad, les Al-Mouwahidin, qui était originaire de Nadroma en Algérie. En effet, l'empire almohade, de la même façon que avant lui l'empire almoravide, était des empires berbères musulmans. Mais nous avons vu que après la colonisation française, une partie des berbères ont quelque peu pris leur distance avec cet héritage musulman qui faisait la fierté des anciennes dynasties berbères d'Afrique du Nord, en revendiquant une forme de laïcité qui est un produit d'importation français. Mais sachez que la laïcité est spécifique à la France. En Belgique, par exemple, on ne parle pas de laïcité, on parle de neutralité de l'État à l'égard des différents cultes. Alors, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, comme je vous l'ai dit, est originaire donc de Constantine, d'une grande famille constantinoise. Il a fait ses études donc à l'université musulmane, la Zitouna de Tunis, qui était à l'époque aussi réputée que Al-Azhar au Caire. Ensuite, il est parti évidemment au Caire et est resté pendant 3 mois en Arabie Saoudite, à la fois à la Mecque et à Médine, où il a donné des cours donc à l'université du prophète alayhi salatu salam. Et c'est là où il a rencontré son ami, son frère algérien, qui sont nés à peu près la même année, 1889, 1890. Donc c'est Cheikh Talbi Brahimi, Brahim, que vous connaissez tous, dont le fils est devenu ministre à la fois des Affaires étrangères et de l'Éducation. Et c'est ensemble qu'ils ont nourri cette idée de procéder ou de participer à ce mouvement réformiste musulman. Alors il faut savoir que au début du XXe siècle, il y avait 2 grandes figures du
réformisme musulman à travers la planète, il y a à la fois, donc vous connaissez très bien Al-Afghani, très connu, on ne sait pas s'il est iranien ou s'il est afghan, et il y a en Égypte le Cheikh Mohamed Abdou qui a fait une visite en Algérie en 1903, 2 ans avant de mourir en 1905. Et les ulama, les théologiens algériens ont été très marqués par cette volonté de ces grands penseurs musulmans de réformer l'islam en essayant de l'extraire de cette tradition maraboutique qui avait quelque peu perverti le message originel de l'islam, axé autour du livre sacré, le Coran, et de la parole et des actions du prophète qu'on appelle les hadiths. Donc le réformisme musulman du 19e et du 20e siècle avait pour objectif de revenir à la source de la foi musulmane en essayant d'enlever un peu ces scories du maraboutisme qui s'étaient accumulées pendant plusieurs siècles, notamment en Afrique du Nord, où il faut le savoir que pendant la période ottomane et pendant la colonisation, surtout, l'islam avait quelque peu pris ses distances par rapport aux livres coraniques ou aux hadiths du prophète. Donc, Cheikh Abdelhamid Ben Bali s'inscrivait dans ce mouvement réformiste musulman où on privilégiait à la fois les textes originels et surtout la recherche de la vérité bien sûr divine, mais aussi la vérité scientifique, donc en fidèle, j'aimerais dire, commentateur ou disciple de Cheikh Mohamed Abdou, qui était venu en Algérie en 1903. Donc, au-delà de Cheikh Ben Badis et Cheikh Brahimi, il y avait une troisième figure très importante, c'est pour ça que je vous ai montré sa photo, c'est Cheikh Tayyib El-Uqbi, donc de Sidi Uqba, côté de Biskra. Donc il a vécu 25 ans avec sa famille donc en Arabie Saoudite, dans le Hijaz, la province du Hijaz. Donc il était jeune à l'époque, il avait 6 ans. Et de retour en Algérie, donc il a rejoint l'association des ulama musulmans qui était fondée en 1931. Alors il faut savoir que Cheikh Tayyib El-Uqbi était une personnalité vraiment à part. Il avait bien sûr une grande culture musulmane, il avait une connaissance de l'Orient musulman, dans la mesure où il a vécu donc en Arabie Saoudite, mais il avait créé à partir de 29, c'est-à-dire 2 ans avant la création de l'association des ulama musulmans, le Cercle du Progrès à Alger, et c'était notamment un grand ami d'un Français converti à l'islam qui s'appelle Étienne Diné, qui était un grand peintre qui vivait à Boussada, et ensemble ils avaient participé à la création et au financement de la grande mosquée de Paris, donc dans les années 20. Donc c'est très important à souligner, mais il était aussi l'ami de Louis Massignon. Vous savez, Louis Massignon est un personnage controversé, il a publié notamment une thèse sur la passion d'Al-Hallaj qui avait été torturée, exécutée à Bagdad en 922, parce qu'à l'époque on disait qu'il s'était écarté de l'orthodoxie sunnite musulmane, et on dit que Louis Massignon serait, comme quelques années plus tard, son ami Monsieur Benoît Méchain, je ne sais pas si vous le connaissez, auteur de biographies qui ont connu des succès littéraires importants sur Ibn Saoud, sur Alexandre le Grand, sur Laurence d'Arabie, et on dit qu'il aurait pu être un espion à la solde du pouvoir colonial français, comme cela est souvent le cas. Bien sûr, avant lui, vous savez, il y a eu le père Charles de Foucault, qui lui aussi, sous couvert de s'intéresser à l'islam, était au final qu'un espion comme les espions qui sont à l'ambassade de France à Alger, que ce soit Bernard Bajolet, Bernard Régnier ou le sieur de Riancourt qui tous les jours critique matin, midi et soir notre pays et notre système politique et bien sûr
nos institutions judiciaires. Bref, pendant cette époque coloniale, c'était pas du tout évident d'être libre, d'avoir ses propres idées ou de dire ce qu'on pense. Vous savez, on oublie de le dire, mais la France coloniale, en Algérie, exerçait une dictature non seulement militaire, administrative, mais aussi intellectuelle et religieuse. Vous savez qu'il y avait la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais sachez qu'en Algérie, la France ne l'a pas appliquée. Et pourtant, l'Algérie était considérée comme 3 départements. Plus tard, il y a eu le 4e département des oasis dans le désert, comme des départements français. Mais en Algérie, la France avait refusé d'appliquer la loi de 1905 sur la séparation de l'État et des églises. Les églises au sens large du terme, c'est-à-dire l'église catholique, protestante, juive, et plus tard, évidemment, islam. Alors, pourquoi la France n'a pas voulu appliquer la laïcité que certains de nos compatriotes revendiquent comme étant un héritage français? Relisez l'histoire. La France n'a pas appliqué la laïcité en Algérie, car elle voulait garder le contrôle sur le culte musulman, c'est-à-dire garder le contrôle sur toutes les mosquées d'Algérie pour éviter qu'il y ait de la contestation, de la subversion et pourquoi pas des révoltes qui pourraient déboucher sur une révolution. Et le cheikh Ibn Badis, qui était très intelligent, oui, très intelligent, car lui avait compris que la loi de 1905 était une arme pour essayer de préserver cette personnalité algérienne. Et il n'a cessé de revendiquer l'application de cette loi de séparation de l'État et des Églises, car, disait-il, nous respectons les lois françaises et nous souhaitons que l'État français n'interfère pas dans les affaires religieuses du culte musulman. Mais les Français ne l'ont pas entendu de cette oreille, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1962, jamais la France n'a voulu appliquer la laïcité et respecter la loi de séparation de l'État et des Églises. Donc, j'insiste sur ce point-là pour faire réfléchir nos compatriotes algériens qui pensent que la France est le pays de la laïcité, la France est le pays de la liberté. Non. La France est le pays de la liberté et de la laïcité chez elle, mais jamais en Algérie. C'est pas pour rien que le FLN a déclaré la guerre le 1er novembre 1954, car la France a toujours eu un double discours. Je vous ai toujours dit qu'il y a la République française, la République des Lumières, de l'état de droit, de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Mais à l'extérieur, il y a l'État français. Et cet État-là, c'est l'État de l'esclavage, de la colonisation, des coups d'État, des assassinats politiques ciblés. Ne l'oubliez jamais. Cette nuance est très importante et je fais souvent référence au dieu romain Janus qui avait 2 faces. La face pile, c'est les lumières et la partie face, c'est les ténèbres. C'est ça la France, la République positive et l'État négatif. Et on en voit les conséquences aujourd'hui avec cette presque rupture diplomatique entre la France et l'Algérie, qui est à l'image de ce qui s'est passé pendant toute la période coloniale qui a duré 132 années. Donc à l'époque, sous le joug colonial, il fallait être malin, il fallait être rusé, il fallait être intelligent. Et donc, Cheikh Ibn Badis avait l'intelligence de réclamer la séparation de l'État et des Églises afin que les musulmans puissent avoir la liberté d'enseigner la foi, la religion musulmane et aussi la langue arabe, car peut-être que certains ne le savent pas, la France coloniale avait interdit l'enseignement de l'arabe et la publication des revues en arabe. Alors je ne vous parle même pas des publications en tamazight, il fallait même pas rêver. C'était ça la France. Et c'est important de revenir à ce qu'a fait la France coloniale en Algérie, au-delà des péripéties de la guerre que tout le monde connaît, mais il est important de voir ce que la France a décidé de faire en Algérie sur le plan
religieux et sur le plan culturel. Alors, je parlais de l'intelligence des ulama algériens de l'époque. Cheikh Tayyib al-Urbi, lui aussi, pour ne pas froisser, les Français avaient décidé de faire la promotion du bilinguisme, c'est-à-dire de favoriser et l'apprentissage du français, qui était d'ailleurs obligatoire pour les personnes qui s'étaient engagées à suivre l'apprentissage de l'école républicaine et laïque, mais aussi l'arabe de façon à préserver cette identité algérienne que la France coloniale avait sabotée, torpillée, massacrée dès le début de la colonisation. Ne l'oubliez pas. En 1830, 90% des Algériens et des Algériennes savaient lire et écrire grâce aux madrasa, aux écoles coraniques. Et 132 ans plus tard, 90% des Algériens et des Algériennes ne savaient ni lire, ni écrire. C'est aussi ça le résultat civilisationnel, culturel de la colonisation française en Algérie. Alors, vous savez qu'en 1936, les Algériens qu'ils aient été ou conservateurs musulmans comme l'association des ulama musulmans, ou plutôt républicains et de tendance modérée comme le parti de Messali el-Hajj, ou beaucoup plus modérés comme le parti de Farhat Abbas, ont décidé de s'entendre. C'était un moment incroyable, 1936. Et il y a eu ce qu'on appelle le Congrès musulman algérien de 1936. Donc à Alger, se sont réunis dans un stade et les Français ont eu très peur. C'était au moment du Front populaire de Léon Blum. Les Algériens, comme toujours, ils pensent que les Français les aiment beaucoup. Alors après cet espoir où les Algériens ont décidé de faire taire leurs divergences, leurs différences, en étant ensemble dans ce stade d'Alger, et ben assez vite, ils ont été déçus. Car les Français, quand il s'agit des intérêts de l'Algérie, oublient très vite leurs engagements. On le voit avec le président français Emmanuel Macron. On pourrait faire l'équivalent. Allez, Emmanuel Macron, pour le comparer à Léon Blum, ancien chef du gouvernement, qui a représenté une formidable espérance à l'époque, les congés payés, la possibilité pour les Français de travailler moins, etc., etc. C'était une formidable espérance, Léon Blum, pour les Français et pour les Algériens en 1936. Et Messali el-Hajj, on pourrait le comparer au président actuel, c'est Abdelmajid Tebboune. Donc, Léon Blum avait fait des promesses à la fois à Messali el-Hajj, à Farhat Abbas, à Ibn Badis, mais ces promesses, il ne les a pas respectées de la même façon que M. Emmanuel Macron n'a pas respecté les engagements qu'il a pris avec le président algérien lors de sa visite d'État en 2022. Voilà, sachez que il y a ce qu'on appelle des atavismes, des choses qui sont profondément ancrées dans l'âme française, dans l'âme coloniale française, et qui de façon cyclique reviennent à la surface. Donc, les ulama de l'époque, à la tête desquels Cheikh Ibn Badis, savaient très bien qu'il n'y avait rien à attendre de l'État colonial français, mais qu'il fallait malgré tout composer, et c'est ainsi que Cheikh Ibn Badis a essayé de créer des écoles, des mosquées sur l'ensemble du territoire algérien. Il y avait une grande mosquée à Tlemcen, à Al-Rouad, etc., etc. Et c'est important de voir la méthode qu'a utilisée Cheikh Ibn Badis, car c'était une méthode très pragmatique. Vous savez, ce pragmatisme qui nous manque tant aujourd'hui. On a l'impression qu'on est dans du populisme en Algérie. On est dans dans une vision un peu simpliste du monde. Non, le monde n'est pas simple. Le monde est très compliqué. Alors, je vais citer quelques noms de ces grands leaders qui ont fait la gloire de l'association des ulama algériens. Vous savez, cette association a très bien été étudiée par un grand professeur
d'islamologie, qui est aujourd'hui décédé, le regretté Ali Merred, algérien aussi. Et il a publié un livre qui s'appelle Le réformisme musulman en Algérie, de 1925 à 1940. D'ailleurs, je l'ai lu à la prison de Roléa. Il faut savoir que dans les prisons algériennes, il y a des formidables bibliothèques en français, en arabe, en anglais. Et donc, en prison, on a le temps de lire. Et j'ai lu cette magnifique monographie sur le réformisme musulman en Algérie, donc de 1925 à 1940. 40, vous savez à quoi ça correspond, c'est la mort de Cheikh Ibn Badis. Donc, Ali Merred vraiment a fait une étude très poussée sur l'histoire religieuse et sociale algérienne pendant cette période très précise de la colonisation française, où il rappelle que le réformisme musulman était une des sources intellectuelles et morales du mouvement nationaliste algérien. Car il n'y avait pas que Messa el-Hajj, avec l'étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, ou le mouvement du triomphe des libertés démocratiques, et ensuite le FLN. Il y avait aussi cette branche spirituelle qui était représentée par l'association des ulama algériens. Alors, parmi ces membres de l'association, je vais vous citer quelques-uns, il y a bien sûr Bachir Ibrahimi, donc qui est né, comme je vous ai dit, en 1889 et que Cheikh Ibn Badis a rencontré donc à la Mecque et à Médine. Il y a Moubarak al-Mili. Moubarak al-Mili, c'était vraiment le poète de cette association, et son petit-fils est connu, il s'appelle Naoufel al-Mili, il est écrivain, il publie régulièrement des livres et des articles, notamment sur la situation en Algérie ou dans les relations entre la France et l'Algérie. Donc, vous savez que sa maman était une grande résistante, qui est morte il y a quelques années, Rabbi Yarhamha. Il y a bien sûr Cheikh Taïb al-Arbi que je viens de vous présenter, il y a Mohamed El-Eid, il y a l'Arbi Tebessi, vous connaissez, originaire de Tebessa, il y a même l'université de Tebessa qui porte son nom. Il y a Lamine Lamoudi, qui était un parfait bilingue, qui écrivait à la fois en français et en arabe. D'ailleurs, c'est lui qui publiait les communiqués donc en langue française, puisqu'il fallait évidemment toucher et le public arabophone et le public francophone, berbérophone. Et il y avait, vous connaissez, Tawfiq al-Madini, donc qui était à la fois et tunisien et algérien, donc grand historien de cette période-là. Alors, il faut savoir, pour finir avec la partie concernant Cheikh Ibn Badis à l'occasion de cette journée nationale de la science, que les Français, le 16 février 1933, avaient publié une circulaire pour justement empêcher ces ulama musulmans que je viens de vous citer de faire des prêches dans les mosquées. Car jusqu'à l'apparition de l'association des ulama musulmans, c'était les marabouts qui étaient en vogue dans cette France coloniale. Les Français avaient favorisé le maraboutisme en Algérie. Vous savez, le maraboutisme, c'est vraiment le degré zéro de la religiosité. C'est presque du paganisme, si on veut utiliser un terme qui est spécifique à la France telle qu'elle était avant l'arrivée de Clovis au 5e et au 6e siècle. Donc l'Algérie, elle était en régression religieuse et spirituelle avec le maraboutisme, et les Français justement voulaient accompagner cette régression spirituelle et religieuse en favorisant tous ces marabouts à l'échelle du pays. Et comme la France coloniale avait peur de l'emprise de ces nouveaux ulama qui voulaient revenir au message originel de la religion, cette France donc avait interdit, au travers de la circulaire Michel du 16 février 1933, à ces ulama de faire des prêches dans les mosquées. C'est un peu ou prou ce qui arrive à Ali Belhaj aujourd'hui, à Cheikh Ali Belhaj, où on interdit de faire des prêches dans les mosquées algéroises, car ces prêches pourraient être considérés comme des appels à la révolte. En tout cas, c'est une des interprétations, mais à l'époque, c'était pas cela. À l'époque, le message de l'association des ulama algériens était un message de retour à l'islam originel, un islam de paix, un islam
qui mettait en avant la dimension rationnelle, scientifique de l'islam dans la droite lignée des grands réformateurs dont je vous ai parlé, Cheikh Lavrani et Cheikh Mohamed Abdo. Donc déjà, vous voyez, on voit bien que les méthodes utilisées par la France coloniale dès les années 30 étaient de nature à empêcher le retour de l'identité algérienne axée autour de l'islam, de l'arabisme et des traditions culturelles et linguistiques, que ce soit l'arabe ou le berbère, le tamazight. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur Cheikh Ibn Badis, et c'est une façon de faire le pendant avec cette autre source de l'intelligentsia algérienne, c'est-à-dire, on va dire, la source plus cartésienne, plus européenne, plus laïque, représentée par Jean El-Mouhoub Amrouche. Comme je vous ai dit, il est né en 1906 et il est mort en 1962, quelques semaines après le cessez-le-feu et quelques semaines avant l'indépendance algérienne. Donc vous pouvez imaginer, si vous voyez la posture de ce grand intellectuel qui était Jean El-Mouhoub Amrouche, avec le discret Albert Camus, qui avait obtenu le prix Nobel de la littérature quelques années plus tard, et vous vous souvenez de la phrase d'Albert Camus lorsqu'un journaliste l'avait interrogé, donc au moment de la remise du prix Nobel de littérature, il lui avait dit: est-ce que finalement vous préférez l'Algérie ou la France? Et vous savez qu'il avait dit: entre ma mère et l'Algérie, je préfère ma mère, c'est-à-dire la France. Bon, bref, revenons au grand Jean El-Mouhoub Amrouche. Vous savez que c'est lui qui a le premier à la radio française interrogé des grands écrivains français, comme François Mauriac, Jean Giono, Claudel. Les grands intellectuels devaient passer par l'émission de Jean El-Mouhoub Amrouche, un peu l'équivalent de, Patrick Poivre-d'Arvor avec son émission Ex Libris, ou Bernard Pivot avec sa célèbre émission Apostrophe. Et oui, Jean Mouhoub Amrouche était considéré comme le plus grand journaliste littéraire de France. Je ne sais pas si vous imaginez, on est dans les années 40-50. Et c'était un Algérien qui était de la même trempe que Bernard Pivot ou de Patrick Poivre-d'Arvor aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez ce que l'Algérie a créé comme talent. Alors, on a bien sûr les talents version musulmane, comme Cheikh Ibn Badis ou Cheikh Taïb al-Orbi, mais nous avons l'équivalent. Je vous ai parlé de la cantatrice Leila Benzdira, qui était une des plus grandes cantatrices du monde à l'époque, l'équivalent de Maria Callas dans les années 60. Et oui, comment vous dire? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de difficulté à atteindre le même niveau, mais vous vous rendez compte, pendant la France coloniale, on avait des grands savants, aussi bien côté religieux que côté, on va dire, profane, c'est-à-dire littéraire. Et donc Jean El-Mouhoub Amrouche a publié un livre qui a fait date. Il s'agit de l'Éternel Jugurtha. Voilà, l'Éternel Jugurtha. Il a publié ce petit livre, un tout petit livre, dans une revue qu'il avait créée qui s'appelle L'Arche, et c'était en 1946. Et il revenait sur l'âme berbère. Vous savez que la quasi-totalité des populations d'Afrique du Nord sont berbères, arabisées par l'arrivée des musulmans au 7e siècle. Et je vais vous citer quelques phrases qui peut-être vont faire écho chez vous sur comment Jean El-Mouhoub Amrouche percevait, analysait ces enfants de Jugurtha. À l'époque, il disait qu'il y avait 7 millions de Jugurtha en Algérie, donc c'était pendant la colonisation. Donc à ce moment-là, donc en 1946. Allez, bismillah. Il dit: je suppose, pour plus de commodité, qu'il existe un génie africain, car je vous rappelle que les Berbères
les Algériens sont des Africains. Et que le roi de Numidie, c'est-à-dire le roi d'Afrique du Nord, il y a 2200 ans, disait la phrase célèbre, l'Afrique aux Africains. Donc il n'y avait pas de différence entre les Noirs africains, les Noirs blancs d'Afrique du Nord, qu'on appelle les Berbères, il n'y avait pas de différence. Et Jean El-Mouhoub Amrouche revendique cet héritage africain au sens large du terme, donc au-delà du code couleur. Et il dit que ce génie africain est un faisceau de caractères premiers, de force, d'instinct, de tendance, d'aspiration, qui se compose, pour produire un tempérament spécifique. Et vous voyez les relations que nous avons en ce moment entre l'Algérie ou le Mali, Niger, Burkina Faso avec la France. Vous voyez ce tempérament très inflammable. On a du mal à baisser un peu le degré de nos émotions et de nos réactions. Je poursuis. Il dit que le Maghrébin moderne combine dans un même homme son hérédité africaine, l'islam et l'enseignement de l'Occident. Alors, à mon petit niveau, je me reconnais dans cette définition de Jean El-Mouhoub Amrouche. À la fois l'hérédité africaine, nous sommes africains dans le sang, l'islam, par la religion de nos parents, et l'enseignement de l'Occident. La preuve, je m'adresse en langue française avec vous aujourd'hui parce que j'ai été formé à l'école française, mais mon âme reste algérienne, c'est-à-dire africaine. Ce n'est pas parce que je vous parle en français, que je m'exprime en français, que je ne défends pas les intérêts de l'Afrique en général, de l'Algérie en particulier, et de l'Afrique du Nord. Je poursuis. Et là, la phrase vaut son pesant d'or. À l'époque, il dit qu'il y a 18 millions de Jugurtha. Donc, il mettait l'ensemble des Berbères comme étant les enfants de Jugurtha. Pas que l'Algérie. L'Algérie, c'était 7, mais à l'ensemble de l'Afrique du Nord, c'était 18. Il disait, dans l'île tourmentée qu'enveloppe la mer et le désert qu'on appelle le Maghreb. C'est beau, hein? C'est encore valable aujourd'hui, on est en 2025, et là il parle 1946. Hein. Il dit, il y a 18 millions de Jugurtha dans l'île tourmentée qu'enveloppe la mer et le désert, c'est-à-dire la mer Méditerranée et le désert du Sahara, qu'on appelle le Maghreb. Il suffit de voir les relations qu'on a avec le Maroc ou le Mali ou le Niger. Il appelle ça l'île tourmentée. C'est beau l'intelligence quand même, hein. C'est beau la culture. Ça change de TikTok, des Facebook, des faux attentats, des faux assassinats, des faux kidnappings. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. En tout cas, moi, je me retrouve. C'est pour ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui la journée de la science, ces deux références intellectuelles que sont Cheikh Ibn Badis et Jean El-Mouhoub Amrouche. Regardez ce qu'il dit. Soyez patient, hein. Avec moi il faut être patient, vous savez, parce que j'ai appris la patience en prison. Donc Monsieur Amrouche, qu'est-ce qu'il dit? L'Africain du Nord, il ne connaît la pensée que militante et armée pour ou contre quelqu'un. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'âme de l'Africain du Nord, du Berbère, elle n'est que militante et armée pour ou contre. C'est-à-dire, il n'y a pas de nuance. Ah, wallo. Alors, moi qui essaie de mettre un peu de nuance, d'essayer d'équilibrer. Ah non, ça marche pas en Afrique du Nord. Ça marche pas. Ou bien vous êtes pour, ou bien vous êtes contre. Vous pouvez pas dire, bon, là, je suis d'accord, mais là, je suis pas d'accord. Ça marche pas. Ça, c'est cartésien, ça passe pas. Regardez la preuve. Combien de commentaires j'ai lu en disant « Ah, Rachid, t'es en train de défendre le régime militaire. Ah, Rachid, tu as oublié tes idéaux. » Pas du tout, attendez. Moi, je défends l'Algérie, ses intérêts, son peuple, ses institutions et son président. Moi, j'ai pas de problème avec Hamid Tebboune. J'avais un problème avec le régime Bouteflika, vous le savez. Attendez, un pays qui est corrompu comme il était, je pouvais pas défendre ces gens-là. C'est pour ça que je les ai dénoncés. Mais Hamid Tebboune, c'est pas la même chose, voyons. Hamid Tebboune, depuis 2017, depuis qu'il est Premier ministre, il lutte contre la corruption. Moi, j'ai toujours lutté contre la corruption. Vous savez, je fais des nuances. Je mélange pas tout. Mais il suffit de lire notre ami Jean El-Mouhoub Amrouche, il va vous dire pourquoi. Parce que l'âme de l'Africain du Nord, elle est militante et armée. C'est-à-dire que on est prêt à dégainer. Tout de suite, on va tuer. Allez, t'es pas d'accord avec... si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il va vous tuer.
armé pour ou contre quelqu'un. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Vous savez, avec mes parents, Rabbi Yarhamhum, on a appris l'art de la nuance avec mes frères, mes sœurs. Vous savez, on débattait beaucoup à la maison, beaucoup. Vous savez, cet héritage historique et philosophique que j'essaie de partager avec vous, il vient des discussions que j'ai eues avec mes frères et mes sœurs. Vous savez, j'étais le 9e de la famille, donc j'ai beaucoup appris avec mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis aux États-Unis aujourd'hui. Allez, je continue. Mais il dit que l'Africain du Nord, l'Algérien, il est poète et il fonctionne avec l'image. Il dit, il lui faut l'image, le symbole et le mythe. Voilà, il fonctionne comme ça. Il a besoin d'une image, d'un symbole et d'un mythe. Voilà l'image de la grandeur, le symbole de la force et le mythe de la révolution. Même si aujourd'hui, il n'y a plus rien. On le voit avec la diplomatie algérienne. On voit bien la différence entre l'époque de Mohamed Seddiq Ben Yahya et ceux qui gèrent le dossier français. On appelle ça une perte en ligne. C'est plus des diplomates que nous avons des fonctionnaires. Voilà. Ammar Tapak. Voilà, c'est un peu la diplomatie militaire. Bon bref, on continue. Et il dit, pourtant, que la grandeur du caractère réside dans la constance. Ben oui, il faut être constant. C'est comme ça qu'on arrive à définir si quelqu'un a du caractère ou pas. Aujourd'hui, on manque de constance. On continue. Il dit, donc toujours l'enfant de Jugurtha, c'est-à-dire l'Africain du Nord, il s'élève parfois d'un élan parce que c'est dans l'ordre de son génie, jusqu'au sublime. Oui, parfois l'Algérien est capable de faire des choses extraordinaires, la preuve, dégager la France coloniale, 3e puissance mondiale. Il dit donc, parce que c'est dans l'ordre de son génie, jusqu'au sublime, mais il est peu capable de composer. Vous savez, composer. Voilà, shouya min andi, shouya min andak. Il est peu capable de composer pour en faire une œuvre digne de ce nom. Des fragments souvent admirables, un peu comme la victoire de l'Algérie contre l'Allemagne en 82 avec Majid Belloumi et Assad. Donc, des fragments souvent admirables qui ont pris naissance dans une flambée d'enthousiasme. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Donc on gagne la Coupe d'Afrique en 2019, puis après on n'est même pas capable de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle des flambées d'enthousiasme, et après, ça chute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de constance. C'est pas moi qui dis ça, hein. Éternel Jugurtha de M. Amroche. Donc après ces envolées furieuses, c'est-à-dire révolutionnaires, victoire contre l'Allemagne, victoire en Égypte pour la Coupe d'Afrique, Jugurtha brusquement tombe en perte de vitesse et plonge dans un abîme de dégoût et d'indifférence. C'est beau, hein? C'est beau la littérature quand même, hein? Ici. Donc, après ces envolées furieuses, Jugurtha brusquement tombe en perte de vitesse et plonge dans un abîme de dégoût et d'indifférence. Ah, moi je l'ai vécu. Hein. Février-mars 2019, toute la jeunesse, allez pas toute, une grande partie de la jeunesse algérienne m'a soutenu partout dans les villes d'Algérie. Je faisais 3 meetings par jour et dès que j'étais emprisonné, hop, allez, on oublie tout. Il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle l'indifférence. Allez, on continue. Encore quelques phrases, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt finir. Après, il s'interroge. Pourquoi, sans doute, le Maghreb est un pays semé d'anciennes et de jeunes ruines? Le pays des brèves dynasties. Hop, ça dure pas longtemps. En général, 3 générations. Le pays des fortunes précaires. Voilà, on devient très riche en Algérie. Hop, tout d'un coup, on devient très pauvre. Regardez ce qui s'est passé avec mon ancien codétenu, Monsieur Rafiq Khalifa. Il était milliardaire. Tout d'un coup, il se retrouve 18 ans en prison sans rien du tout. Ou Monsieur Zeggar était une des plus grosses fortunes d'Afrique et tout d'un coup, hop, on le met en prison et il meurt et il disparaît avec un petit hôtel à Madrid, à Rabbi Yarhamhum. Donc, le pays des brèves dynasties, un peu les dynasties almoravides, des dynasties almohades, ça dure à peu près 120 ans, pas plus.
où les fils consument, c'est-à-dire dépensent, en peu de mois, l'héritage de leur père. Ben oui. Quand vous avez des enfants qui n'ont pas les mêmes idéaux que vous, ben évidemment, ces enfants-là, si vous avez fait fortune à force de travail, de discipline et de souffrance et de sacrifice, ben vos enfants en général ils sont gâtés. Ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils passent leur temps à la discothèque, à dépenser leur fric dans des voyages ou dans la consommation de choses illicites. Et bref, en très peu de temps, tout part en fumée. Donc, où les fils consument en peu de temps l'héritage de leur père. Est-ce impuissance congénitale de donner un corps à ce qui fut conçu en esprit? Oui, vous savez, la diplomatie algérienne, c'était un esprit dans les années 60, 70, 80. Et tant qu'il y avait cet esprit, il y avait des succès. Mais aujourd'hui, où est l'esprit de la diplomatie algérienne de l'époque? On voit bien qu'on n'arrive pas à donner corps à cette diplomatie. Pourtant, il y a des écoles de diplomatie en Algérie. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les meilleurs qui font diplomatie en Algérie, parce qu'on voit le résultat, c'est vraiment pas beau. Hein. Vraiment pas beau. Hein. Bon, c'est ce que dit un peu l'éternel Jugurtha. À tous les niveaux, ça va pas. Vous voyez bien que ça va pas. Mais restons avec notre ami Jean Amrou. C'est beau de lire les Algériens. Alors il continue, il dit « J'ai parlé surtout d'un esprit de fuite, d'une profonde tendance à l'opposition et à la révolte. » Vous savez, les haragas, là, ils partent tous, là. Tout le monde veut partir, les femmes, les jeunes, les vieux, les bébés, les enfants. Voilà, il y a 2000 qui meurent par année. Voilà, on a l'esprit de fuite, la harbatzlek. C'est pour ça qu'on a 7 millions d'Algériens à l'étranger. Pourtant, on a un pays indépendant depuis 1962. Donc, normalement, quand on a un pays indépendant avec autant de richesses, gazières, pétrolières, le blé, le soleil, la neige, le désert, normalement, il n'y a pas, en dehors des diplomates et des consuls, normalement, on n'a pas d'Algériens à l'étranger. Puisqu'on a tout en Algérie. Mais c'est pas le cas. Donc, il dit qu'il y a un esprit de fuite. Il dit qu'il y a un problème, crise sociale, crise politique, allez, tout le monde veut partir. Allez, les visas, vous avez vu la queue qu'il y a dans les ambassades, devant les consulats de France ou étrangers à Alger, tout le monde veut partir. Voilà. C'est ce qu'analysait déjà notre ami Jean Mohoub Amrouche. Donc, un esprit de fuite d'une profonde tendance à l'opposition. Vous avez vu, ou bien vous avez des gens qui soutiennent le pouvoir, ou bien contre le pouvoir. Mais alors au milieu, ça n'existe pas. L'Algérie, il n'y a pas de nuance. Hein. Ou bien vous êtes avec le pouvoir ou contre le pouvoir, c'est-à-dire opposant. Et pour ça, il parle de profonde tendance à l'opposition et à la révolte. Vous avez vu l'histoire du Maghreb, de l'Algérie? Combien de révoltes, des révoltes en permanence, en permanence. Bien sûr, jamais structurées, jamais, jamais. Alors que, dit-il, les voyageurs qui viennent, par exemple, en Afrique du Nord, en Algérie, sont surtout frappés par une impression de sagesse, de paix, de résignation. Oui, ils voient les gens prier à la mosquée, les flahs labourer leurs terres, et les pauvres accepter leurs conditions. Et on a les deux, on va dire les deux dimensions. À la fois la tendance à la fuite, à l'opposition, à la révolte, et en même temps, sagesse, paix et résignation. Alors on continue. On continue pour finir cette belle journée d'hommage à la science en Algérie. Et là, il fait une comparaison avec l'Occident. Il dit que la grande force de l'Occident réside moins dans l'acuité, c'est-à-dire l'intensité, dans l'étendue et dans la fécondité conceptuelle, c'est-à-dire la capacité à bien ruminer, mariner les idées dans l'esprit, donc dans la fécondité conceptuelle de l'intelligence, que dans l'usage de l'intelligence. C'est-à-dire que un Africain du Nord ou un Occidental, ils sont peu ou prou autant intelligents l'un que l'autre. Mais la différence que fait ce Jean le Mohoub Amrouche, c'est qu'il dit que l'occidental, là où se distingue de l'Africain du Nord, c'est dans l'usage de l'intelligence.
Oui, c'est vrai, quand on rencontre des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Mauritaniens, des Libyens, individuellement, on a l'impression qu'ils sont aussi intelligents qu'un Américain, un Européen, un Australien, etc. Mais la différence essentielle qu'il y a entre les deux, c'est que l'Africain du Nord utilise mal son intelligence. Regardez Chakib Khalil, ou par exemple Tqaddour, c'est des gens très intelligents. Mais leur intelligence, ils l'utilisent pour voler, pour ruiner notre pays, alors que les Français, les Européens, les Américains, ils utilisent cette même intelligence pour développer leur pays. Développer l'économie, développer la technologie, développer l'arsenal militaire, atomique, développer l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas remarqué, en Afrique du Nord, on ne produit pas des armes, on ne produit pas des voitures, on ne produit même pas des mobylettes, on ne produit pas de chars, on ne produit pas de missiles, on ne produit pas des nouveaux vaccins, je sais pas, on produit rien. Rien qui soit lié à l'intelligence. Alors que quand on est capable de discuter avec un Américain, un Européen, on est capable de commenter l'actualité, on est capable de parler histoire, d'art, de culture, de beaucoup de choses, de religion, oui. On est capable de faire tout ça. Mais l'usage de l'intelligence, où est-ce? Rien. On importe tout. On importe des armes, on importe des vaccins, on importe de l'intelligence artificielle. On n'est même pas capable d'inventer Internet ou un navigateur ou un moteur de recherche. Mais rien. Où est l'eau? Et vous voyez, 1946, voilà ce que disait Shuam Rouch. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à l'occasion de cette journée nationale de la science, en rendant hommage à deux grands savants, deux grands intellectuels. Donc l'un d'obédience religieuse, Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, qui est mort le 16 avril 1940. Voilà, Cheikh Ibn Badis. Et le grand intellectuel, Jean Mouhoub Amrouche, qui est mort, lui, le 16 avril 1962. Donc je rappelle juste que Jean Mouhoub Amrouche était l'intermédiaire entre le général de Gaulle et Farhat Abbas, donc entre le FLN et la France, pour essayer de trouver une solution pour mettre fin à la guerre entre la France et l'Algérie. Donc c'était, comme on dit en arabe, un wasit. Et aujourd'hui, dans la crise qu'il y a entre Paris et Alger, il nous manque des intermédiaires, il nous manque des médiateurs, il nous manque des wasits. On aimerait avoir un nouveau Jean Mouhoub Amrouche pour essayer de mettre fin à cette crise, car nous ne l'oublions pas, il y a 5 millions d'Algériens en France, et si les choses dégénèrent, il est à craindre que dans les mois, dans les années à venir, ces 5 millions d'Algériens soient expulsés de France, comme la France a expulsé 12 diplomates algériens en Algérie. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. والله يرحم الشهداء والله يرحم الشيخ ابن باديس والله يرحم Jean Mouhoub Amrouche. Barakallahu fikum.